L'actualité vue du net à présent, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et on commence avec ces élections en Syrie, des élections dont on imagine bien qu'elles ont pour but de servir l'actuel pouvoir. C'est clair, en tout cas, c'est en substance l'idée qu'on retrouve dans beaucoup de médias, notamment les sites d'information français, le site du Monde, qui évoque ces élections en trompe-l'œil, parce que, comme vous le soulignez il y a quelques instants, ce n'est pas des élections qui concernent l'intégralité du territoire. Bachar el-Assad contrôle 30% du territoire syrien, où habitent 60% de la population. On évoque par exemple la ville d'Alep dans cet article, où à l'ouest on vote, puisque l'ouest est contrôlé par le régime, à l'est on ne vote pas, l'est est contrôlé par les rebelles. Alors ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on s'arrête un instant sur le profil de ceux qui se présentent à ces élections, ces candidats, des miliciens, des personnes qui ont pris fait et cause pour Bachar el-Assad, des hommes d'affaires qui le soutiennent, ou ceux qui ont affiché un soutien idéologique depuis un moment déjà. Ils ont parfois tiré avantage de cette guerre, et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est s'imposer comme la nouvelle élite qui pourrait prendre le contrôle de la Syrie. Du côté de cet article de l'Obs, on évoque le paradigme Bachar el-Assad, son nihilisme et son jusqu'au-boutisme, avec pour objectif présenter ces élections comme un plébiscite. Il évoque même des élections de la résistance. Tout de même, Bachar el-Assad, qui était donné moribond, est clairement de retour. En tout cas, c'est ce qu'explique cet article de l'Express, la revanche de Bachar el-Assad. C'est vrai qu'on ne donnait pas cher de sa peau il y a encore quelques temps. Un article qui souligne que l'avenir de la Syrie reste tout de même particulièrement incertain. Alors, il y a des médias qui considèrent que ces élections sont une bonne chose, des médias russes notamment. Russia Today, sur son compte Twitter, évoque ces élections comme un facteur important pour la stabilisation de la situation dans le pays. Ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde et clairement pas celui de la diplomatie française. Romain Nadal, sur son compte Twitter, dénonce le simulacre d'élections organisé par le régime sans campagne et sans observation internationale. Alors, certains soulignent que ces élections ont lieu au moment où se prépare une grande bataille, la grande bataille d'Alep. Et ce qui ne rassure certainement pas, c'est cet article du Wall Street Journal qui évoque un plan B des Américains, un plan B qui interviendrait s'il n'y avait pas un cessez-le-feu respecté, un plan B qui imagine déjà la livraison d'armes aux rebelles, mais des armes particulièrement performantes qui seraient capables d'abattre des avions, donc éventuellement des éléments qui pourraient accréditer l'idée que du côté des États-Unis, on est en train de réfléchir à d'autres éventualités. Autre sujet, Manuel Valls qui donne une interview à Libération et qui revient sur un sujet qui semble pour lui important, puisque ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime à ce sujet, l'interdiction du voile à l'université. C'est vrai que la question du voile revient régulièrement dans les propos de Manuel Valls. Et cette interview donnée à Libération, ce n'était pas le sujet principal de cette interview. On voit bien le titre de cet article. La bataille de l'égalité ne se règle pas à coup de milliards seulement, mais c'est vrai qu'on a retenu cette phrase de Manuel Valls, reprise d'ailleurs au-delà de nos frontières sur le site du Guardian. Manuel Valls qui se dit favorable à l'interdiction du voile au sein de l'université. Alors c'est assez étonnant que ça revienne encore une fois dans sa bouche, puisque Le Monde publiait cet article l'année dernière, un article qui nous expliquait que l'Observatoire de la laïcité considérait qu'une loi sur le voile à l'université ne serait ni utile ni opportune. C'est exactement l'idée défendue par le secrétaire d'État Thierry Mandon, qui a clairement exprimé son point de vue. Il a même recadré le Premier ministre, à en croire le site du Lab. Thierry Mandon qui a tout simplement expliqué qu'il n'est pas utile de créer un problème là où il n'y en a pas. Du côté du Parti socialiste, on a vu aussi Patrick Mennucci s'exprimer avec la même idée que celle défendue par Thierry Mandon. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, on a vu apparaître un hashtag, on en parle ici sur le site de BuzzFeed, un hashtag qui explique ou qui veut faire passer l'idée qu'il y a d'autres priorités que le voile à l'université. On en parle sur le site de BuzzFeed. Voici quelques réactions. Celle de Julie. Il y en a plein des vrais problèmes à l'université, des sérieux qui pénalisent les étudiants et les profs, mais le voile n'en est pas un. Ou encore cet autre tweet, pendant que les étudiants s'entassent les uns sur les autres, avec ce lien vers un Tumblr qui montre des images d'université totalement bondées. En tout cas, encore une fois, cette question du voile revient et encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord avec Manuel Valls.
En France, l'absence de Karim Benzema à l'Euro provoque d'ores et déjà un débat de passionnés dans un pays qui compte, c'est bien connu, 6 millions de sélectionneurs. C'est vrai, on évoque beaucoup le cas de Karim Benzema sur Twitter. Il ne sera pas sélectionné pour l'Euro, il l'a lui-même annoncé sur son compte Twitter, devançant le communiqué de la Fédération française de football. Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France. Un petit peu plus tard, on a vu la Fédération française publier un communiqué où elle souligne que la levée partielle du contrôle judiciaire de Benzema rendait à nouveau possible sa convocation, mais pour une question d'exemplarité, Noël Le Graët et le sélectionneur Didier Deschamps ont préféré l'écarter. Alors ça suscite beaucoup de réactions. Un certain nombre de journalistes qui considèrent que c'est une bonne chose. Matteo Maestracci qui dit qu'il n'a rien contre Benzema personnellement, mais un autre choix aurait été sans doute désastreux en termes d'image et d'ambiance. Daniel Riolo, lui, considère que c'est tout simplement une bonne chose. Ça suscite aussi l'ironie de certains, n'importe quoi sur son compte Twitter. Il faut que Benzema voie le bon côté des choses. Il n'a pas besoin d'apprendre les paroles de la Marseillaise avant juin. En tout cas, il y a aussi ceux qui considèrent que la décision est totalement injuste, comme Sissène qui dit « En France, tu peux être mis en examen et prétendre à la présidence de la République, mais tu n'as pas le droit de taper dans un ballon. » Nabil En-Nasri, lui, évoque un autre cas, mais cette fois-ci dans le monde du handball. Karabatic qui a été condamné, mais qui joue en équipe de France, alors que Benzema ne l'a pas été et a été donc écarté. Il a reçu tout de même le soutien d'un certain nombre de ses amis et de son coéquipier Alvaro Arbeloa, qui le présente comme le meilleur numéro 9 du monde, et SoFoot, qui tente de trouver une raison pour laquelle Benzema ne doit pas trop regretter. De toute façon, il n'aurait pas kiffé l'Euro parce que Deschamps a décidé de jouer en 3-5-2. Merci.